Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Sachez que votre choix est le meilleur. Journée des contrôles parlementaires. Ce mercredi à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont été saisis de l'enquête initiée sur la vérification des biens obtenus par les membres du gouvernement Muzito. Le récit avec Possède Chisungu Mambakabal. Du colloque international sur la francophonie par le Premier ministre Matata Ponyo à l'hôtel Memling. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur le thème « Vue d'Afrique, francophonie et gouvernance mondiale ». Les instructions sur l'insécurité et l'insalubrité qui sévissent à Kinshasa étaient au centre de la réunion ce matin entre le gouverneur André Kimbuta Yango et les bourgmestres. Ce, en prévision de la tenue à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, avec le partenaire et bailleur de fonds, la ministre donne l'orientation par rapport à la politique du gouvernement. Soir actualité 20h, Angèle Mabiala Landou. C'était donc les titres de ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, journée des contrôles parlementaires. Ce mercredi, à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont été saisis de l'enquête initiée sur la vérification des biens obtenus par les membres du gouvernement Muzito. Le récit avec Possède Chisungu Mambakabala. Fidel Babala devra convertir sa demande des commissions d'enquête parlementaire en une question soit écrite, soit orale avec débat, pour en savoir un peu plus sur la déclaration de patrimoine des premiers ministres et ministres de la première législature de la Troisième République. C'est à cette conclusion qu'est parvenue l'Assemblée plénière ce mercredi 23 mai 2012 sous la conduite de l'honorable Obé Minakou. Cela par respect des prescriptions constitutionnelles qui exigent la déclaration des biens pour tout membre du gouvernement avant d'entrer en fonction devant la Cour constitutionnelle et vérifier les biens obtenus après le mandat. L'option a été prise après l'intervention de l'honorable Ramazani Chadari relevant les dépendances de la justice en la matière. Selon lui, la Cour suprême de justice est dessaisie à partir du moment où elle a communiqué à l'administration fiscale le scellé de la déclaration de patrimoine, complété par Henri Thomas Lukondo, qui n'a pas trouvé l'opportunité de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire à ce sujet. Débat faisant appel à l'autre, Lucien Boussa démontre que cette commission d'enquête parlementaire s'avère nécessaire car elle permet de vérifier le fait et militer en faveur de la bonne gouvernance à l'heure de la révolution de la modernité. Emery Ekonji, France Diongo poursuivent dans le même sens, affirmant que c'est pour lutter contre l'impunité et que soit porté haut l'étendard du contrôle parlementaire. Le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert ce matin à l'hôtel Memling le colloque international sur la francophonie. Ce colloque des 3 jours a pour thème Vue d'Afrique, francophonie et gouvernance mondiale. Guy Matundu, Jizenga Lula et Christian Ochoudi ont signé ce reportage. Ce colloque international fait partie des manifestations d'accompagnement du 14e sommet de la francophonie, la rencontre de la grande famille francophone prévue à Kinshasa à la mi-octobre. Le commissaire à la francophonie, Isidore Ndaïwel, s'est réjoui de la grande implication du gouvernement Matata à ce sommet. Nous l'avons noté dès la constitution et la publication de votre équipe gouvernementale. Pour la première fois, une grande visibilité a été octroyée à la francophonie par son inscription officielle dans la création de son ministère de tutelle. Le chef de la diplomatie congolaise, qui a aussi dans ses attributions la francophonie, insiste sur l'inversion du regard dans le champ de la coopération. La RDC invite la francophonie à s'interroger sur la dynamique de ses membres africains comme force d'innovation et à engager ainsi une inversion du regard dans le champ de la coopération, mettant en exergue l'originalité de l'apport de ceux qui, à tort, ont pendant longtemps été considérés comme de simples récipiendaires. Je vous invite donc à inscrire fortement vos réflexions dans cette perspective et à imaginer des propositions audacieuses et innovantes. Le diplomate français en poste à Kinshasa a dit toute sa conviction de voir ces assises réussies avant que l'administrateur de l'OIF parle du devenir de la francophonie qui se joue en Afrique. Car sans ses racines africaines, la francophonie ne serait pas francophonie, a martelé le délégué de l'OIF.
Le Premier ministre a recommandé aux participants de faire des évaluations sans complaisance. La République démocratique du Congo, hôte de ses 14e sommets de la francophonie, a fait sienne toutes les préoccupations, lesquelles ont du reste fait l'objet d'une place de choix dans le programme du gouvernement pour le présent quinquennat de son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je présente mes hommages les plus déférents, programme que j'ai eu l'insigne honneur de présenter à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'investiture du gouvernement dont j'ai la charge historique de conduire. Je ne doute pas un seul instant que les cogitations de ces colloques sur l'ensemble des questions envisagées résulteront des évaluations sans complaisance, des constats judicieux, des réflexions magistrales et des recommandations originales et appropriées dont la mise en œuvre apportera une plus-value dans la panoplie des stratégies d'appui des portées internationales, régionales et locales qui feront davantage de la francophonie un créneau d'efficace, d'efficience aussi, des solutions concertées aux problèmes et défis auxquels sont confrontés les États et le peuple de son espace des complexes multiculturels. Puisque nous parlions tout à l'heure des biens des membres du gouvernement, retenez que c'est ce mercredi 23 mai 2012 que le Premier ministre Matata Ponyo et toute son équipe sont allés déclarer leurs biens à la Cour suprême de justice. C'est pour se conformer aux dispositions constitutionnelles que le Premier ministre et chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo Mapon, a donné le temps pour le dépôt des déclarations du patrimoine individuel et familial de chaque membre du nouveau gouvernement. La solennité de l'événement à la Cour suprême de justice n'était plus à démontrer, étant donné cet engagement pris par le nouveau gouvernement à servir en toute transparence. La déclaration des biens en début mandat est un geste qu'il faut pour mériter également la confiance du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dont la bonne gouvernance reste son cheval de bataille. Propos du Premier ministre Matata Ponyo au moment de la remise des plis déclaratifs au ministre de la Justice et des Droits humains. Madame Wivine Mumba Matipa, qui à son tour a versé le contenu auprès du greffier général à la Cour suprême de justice en présence du premier président, Jérôme Kitoko Kimpele. L'occasion était propice pour le Premier ministre Matata Ponyo Mapon de donner la portée du geste posé. Aujourd'hui, c'est un jour solennel, c'est un jour historique. L'ensemble du gouvernement, accompagné par le premier président de la Cour suprême de justice, est venu déposer l'état des patrimoines individuels familial. Et ceci, évidemment, sera en conformité avec les exigences éthiques, les exigences morales, conformément à l'exercice du pouvoir dans notre pays. Aussitôt après, la greffe générale de la Cour suprême de justice a poursuivi et de manière ininterrompue la réception des déclarations de patrimoine individuel et familial des 36 autres membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres, les ministres, le ministre délégué et les vice-ministres. Un autre démarque a franchi les portails du ministère des Affaires étrangères ce matin. Il s'agit de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Raymond Tshibanda Tungamlongo et ses hôtes ont débattu des questions liées à la tenue du 14e sommet de la francophonie en octobre prochain à Kinshasa. Jacques Kabobo, Jean-Louis Lunga pour le reportage. Les préparatifs du sommet de la francophonie en République démocratique du Congo vont bon train. Raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda Tungamlongo, s'est entretenu ce mercredi 23 mai 2012 avec l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Emmanuel Diem. Les deux personnalités ont passé en revue les points sur tous les enjeux pour la réussite de ces sommets, un sommet important pour les pays francophones en général et la RDC en particulier. L'administrateur de l'OIF, Emmanuel Diem, est venu s'enquérir de l'évolution des préparatifs du prochain sommet de la francophonie prévu en octobre 2012 à Kinshasa, capitale de la RDC.
L'hôte du ministre Raymond Tshibanda s'est réjoui à l'issue de l'audience de constater que la ville de Kinshasa est prête à accueillir la rencontre de la grande famille francophone. Les deux personnalités ont émis le vœu de voir ces assises se tenir à la satisfaction des participants. Le sommet de l'OIF sera précédé à Kinshasa par l'organisation de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Ces assises se tiennent généralement avant la rencontre des chefs d'État, donc une cinquantaine est attendue à Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'insurge contre l'insalubrité qui salit la ville et l'insécurité qui bat son plein. En tout cas, André Kimbutayango a donné des instructions au bourgmestre pour que Kinshasa, la poubelle, redevienne Kinlabel et que ces inciviques soient mis hors d'état de nuire. Lisette Mojina Mutombo. Insécurité et salubrité, ces deux sujets ont été évoqués lors d'une communication du gouverneur au bourgmestre et policiers. Le gouverneur, l'honorable André Kimbutayango, a demandé aux policiers d'être plus proches de la population en sécurisant leurs biens et les personnes. J'aimerais que ça cesse et avec un peu de bonne volonté, ça doit cesser. Et vous avez déjà fait preuve. Nous avons préparé les 50 ans de notre indépendance avec vous tous. Et on a été tous félicités par rapport au travail que nous avons abattu, assainissement et insécurité. J'aimerais que nous reprenions le même travail. Quant aux bourgmestres, ils se sont vus allouer chacun un budget spécifique pour les travaux d'assainissement des communes. 20% de ces budgets qui sera versé aux policiers pour assurer le suivi de ces travaux d'assainissement. Il y a eu une prise de responsabilité. Kinshasa s'est entre nos têtes. Nous avons remis le feuille de route. C'est un travail que nous avons eu à réaliser avec le conseil de sécurité de la commune, les chefs de quartier, pour que au lieu que les mesures soient imposées du gouvernement central ou du gouvernement provincial, il y aura des mesures efficaces à prendre parce que cela vient de nous. Nous savons ce qui se passe dans la base et ce sont ces mesures que nous avons couchées par écrit et nous avons remis au gouvernement. Les questions de la coopération bilatérale dans les domaines militaires et de la défense étaient au centre de deux entretiens entre le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants et les ambassadeurs de France et de Suède, nous fait dire Félix Zalometti Dantou. Avec l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Luc Alad, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubatambo, a fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris dans les domaines militaires et de la défense. Selon le chef de la mission diplomatique française, il a été question aussi de parcourir l'actualité immédiate quant à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les intentions du gouvernement en matière de la réforme du secteur de la sécurité. Nous avons axé notre coopération bilatérale en matière de défense sur le volet formation. Notre souci, c'est d'avoir des conseillers ou des assistants qui soient au plus près de l'état-major général, des responsables des formations, de façon à pouvoir leur apporter à la fois le conseil et le soutien logistique le plus adéquat possible. Luc Alad a été ainsi informé de l'attitude de fermeté adoptée par le gouvernement au sujet de la situation trouble dans l'Est du pays. Que je ne peux que soutenir et souhaiter évidemment que cette situation puisse se régler dans les meilleurs délais possibles. Mais auparavant, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a échangé avec madame l'ambassadeur de Suède, Mette Sonagruin. Celle-ci a été rassurée que le reste du territoire national est plutôt calme, hormis le travail qui s'effectue dans l'Est sur le terrain des opérations. Et la situation est sous contrôle. Ce sont dites les deux personnalités. Le budget du gouvernement doit désormais correspondre à la nouvelle loi sur les finances publiques. Information apportée au directeur pays d'UPNU de l'ambassadeur du Japon par le vice-premier ministre, ministre du budget. Françoise Bolaboaki et Pompomba ont signé ce reportage. Comme autrefois, c'est le document que le gouvernement va présenter dans quelques jours devant la représentation nationale. C'est la réponse du vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, au directeur pays du PNUD, Adama Koulibaly, ce mercredi. Ce dernier voulait avoir à la source des renseignements sur les prévisions budgétaires 2012. Le projet est presque fin prêt, à en croire les experts qui y travaillent en solo.
Daniel Mukoko Samba a laissé entendre que le gros du travail, c'est de le correspondre à la nouvelle loi sur les finances publiques. Innovation appréciée par l'hôte du vice-premier ministre. Le PNUD, a déclaré Adama Coulibaly, reste partenaire aux réformes menées par le gouvernement de la République. Le budget sera désormais un outil de la démocratie. C'est la perception que le vice-premier ministre, ministre du budget, a partagée avec l'ambassadeur du Japon. Un outil qui permettra à la population congolaise d'avoir un droit de regard sur les prévisions budgétaires et s'informer sur les affectations telles que décidées par le gouvernement. Les échanges entre les deux interlocuteurs ont également gravité autour du niveau d'exécution de la dizaine de projets lancés par Tokyo à Kinshasa dans le cadre de la coopération. Projet financé à hauteur de 60 millions de dollars américains cette année. Yoshimasa a saisi cette opportunité pour féliciter celui qu'il qualifie de produit japonais. Daniel Mukoko se trouve être le premier boursier africain élevé à des hautes fonctions d'État. Au ministère des Finances, on s'emploie toujours à l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques. Une approche positive de la réunion hebdomadaire de mobilisation des recettes. Riki Nzuzuluya. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, M. Patrice Kitebi, a présidé ce mercredi 23 mai 2012 la 4e réunion des services mobilisateurs des recettes. Les directeurs généraux de la DGDA, de la DGI et de la DGRAD ont tour à tour présenté les rapports circonstanciés relatifs à la mobilisation des ressources intérieures. Les tendances sont bonnes pour l'atteinte des assignations budgétaires, a-t-on répertorié dans cette séance qui a bénéficié de l'expertise du vice-ministre des Finances, Roger Choulungu. Outre l'évaluation des recettes, le ministre délégué, Patrice Kitebi, reste confiant quant à la franche collaboration des opérateurs économiques à s'acquitter de leur devoir fiscal. Dans le secteur douanier, des mesures favorables sont prises pour garantir le bon climat des affaires en République démocratique du Congo. Le travail de mobilisation se poursuit. Des avancées, oui, mais il existe aussi des contraintes qui sont des contraintes importantes. Notre devoir, c'est de regarder également sur les contraintes et de les identifier, de mettre en place le dispositif qu'il faut pour résoudre les contraintes et améliorer le travail de mobilisation de recettes. C'est notre devoir d'améliorer la qualité de la relation entre les régies financières, mais plus généralement entre le gouvernement, l'administration et les opérateurs privés, parce que nous avons besoin d'eux. C'est un travail d'équipe. Le gouvernement fait sa part de tâches, le secteur privé fait sa part de tâches. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais notre devoir, c'est de nous mettre ensemble en permanence pour résoudre les problèmes. Le salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa a servi deux cadres à un partage d'expériences sur les microcrédits qui sont des structures d'appui au petit commerce. Fabrice Wanzenge Djokoli, commentaire. Lutter contre la faim et la pauvreté, tel est le combat déclaré par la communauté internationale à travers les objectifs du millénaire pour le développement définis pour 2015-2020. Comment atteindre ces objectifs? Les spécialistes et autres experts du domaine des finances pensent qu'il faut apporter un appui substantiel aux catégories des personnes qui exercent le petit métier, tels le cordonnier, le cultivateur, les petits détaillants et tant d'autres. La voie choisie pour y parvenir, c'est la création de microcrédits qui sont des structures de circulation monétaire pour les petites et moyennes entreprises et les initiatives de développement. Ici, en République démocratique du Congo, plusieurs de ces microcrédits assistent économiquement les membres de la communauté qui sont désavantageux en leur accordant des petits prêts et tout autre service financier qui leur permettent de se développer et de créer des emplois. Parmi ces microcrédits, Opportunity International, qui est à sa première année d'expérience en RDC, raison de la rencontre présente, estime que notre pays est bien parti. Nous avons, lors de notre première année, décaissé plus de 8000 crédits déjà à des commerçants, à des entrepreneurs, surtout à des gens qui n'ont pas accès au système financier formel. Et nous avons déboursé à peu près 1,6 million de dollars déjà. Nous sommes extrêmement impressionnés par le dynamisme de nos clients, par l'esprit d'entrepreneur de nos clients, par la créativité de nos clients. Notons qu'autour du repas de famille étaient associées plusieurs personnalités, notamment le gouverneur de la Banque centrale, Claude Massangou, quelques diplomates, des responsables d'entreprises et des clients qui font des affaires grâce au microcrédit.
Réunion d'évaluation et d'orientation hier au ministère du Genre, Famille et Enfants. La ministre Geneviève Inagosi Boulo-Ibambi a échangé avec les partenaires et bailleurs des fonds qui travaillent sur les questions liées au genre. Guillaume Koukoumamengipanji a signé ses reportages. Échange fructueux entre la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mme Geneviève Inagosi, et les partenaires nationaux et internationaux et bailleurs de fonds œuvrant en République démocratique du Congo dans les domaines du genre, de la famille et de l'enfant, et particulièrement qui travaillent sur les violences sexuelles sous le genre. C'était au cours d'un atelier sur la thématique genre organisé par la cellule d'études stratégiques et de planification sur la question du genre. Madame la ministre Geneviève Inagosi Boulo-Ibambi, qui a capitalisé toutes ces données et d'adhésion de partenaires, s'est réjouie de la collaboration sincère de nos partenaires habituels et traditionnels. Elle n'a pas manqué de donner la position du gouvernement de la République qui tient à réussir le pari de la modernité en présentant les actions retenues et concrètes pour le premier 100 jours du gouvernement. Comme première réunion, il m'a paru important de donner la vision du gouvernement, de donner les défis du gouvernement. Ils sont trois. La stabilité à l'est du pays, donc le rétablissement de la paix et de la sécurité, sans lesquels aucun programme ne peut être mis en œuvre. La modernisation de notre pays, le président de la République nous appelle à poursuivre le processus de la reconstruction et également l'amélioration sensible des conditions de vie sociale de nos populations. Des activités qui produisent des résultats et des résultats durables. Je leur ai promis que j'étais vraiment engagée à effectuer des visites conjointes sur le terrain pour visiter les bénéficiaires finaux de leurs programmes, que ce soit des programmes en cours ou des programmes clôturés. Et nous n'allons pas seulement nous arrêter à Kinshasa, nous devrions descendre en province, comme nous demande le Premier ministre, comme nous demande le Président de la République, pour voir ces bénéficiaires finaux, parce que nous ne devons pas nous arrêter aux ONG, nous devons voir qu'est-ce qui a contribué à améliorer combien de vies des femmes à travers le pays. Le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté a reçu une délégation de l'Union européenne. Lambert Mende Omalanga et ses visiteurs ont parlé de la modernisation des médias audiovisuels. Gertrude Ingrid Kissita et Apocalypse nous aussi pour le reportage. Le passage à la télévision numérique terrestre d'ici 2015 devient une obligation capitale pour tous les États membres de la communauté de développement des États d'Afrique australe. La question a été au centre d'échanges entre le chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Accompagné de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Pio Mariani, le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont, a fait valoir au ministre Lambert Mende les véritables enjeux de la télévision numérique terrestre. La collaboration avec l'Union européenne sera dynamique du fait de sa détermination de soutenir la République démocratique du Congo à travers le ministère des Médias dans son aspect des relations avec le Parlement. Il y a des conséquences pour la population puisque le passage à la TNT avec la norme européenne suppose seulement l'achat d'un décodeur qui est peu cher, alors que l'autre système obligerait à un renouvellement beaucoup plus complet du parc de télévision et d'appareils. Nous sommes dans un pays souverain, indépendant depuis plus de 50 ans. J'avais rencontré déjà le président de l'Assemblée nationale, M. Minakou, et nous avons parlé des différents sujets qui sont, je comprends, à l'ordre du jour. Le budget, la réforme des secteurs de sécurité, le rapport sur l'évaluation de la CENI et les conséquences que le Parlement, librement et souverainement, en tirera. La situation de crise qui prévaut au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur préoccupe le ministre de l'Intérieur. Richard Mouyège en a discuté aujourd'hui avec les notabilités de l'Équateur et les députés provinciaux. C'est un reportage de Mireille Ndekeami.
La province de l'Équateur connaît de sérieux problèmes, parmi lesquels la crise au sein de l'Assemblée provinciale qui a fermé ses portes depuis un certain temps. C'est pour cette raison que les députés provinciaux ont jugé utile de saisir l'autorité nationale. Ils sont venus auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyège Monguez-Mons. Celui-ci, à son tour, a calmé les esprits et leur a promis de trouver une solution dans un meilleur délai. Pour ces députés, la priorité, c'est la réouverture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et la reprise des travaux au sein de cette institution. Nous sommes à Kinshasa parce que nous avons souffert de la fermeture de notre institution. Malheureusement, le bureau avait préféré décadenasser l'hémicycle et de ne pas nous convoquer à des travaux parlementaires. Nous réclamons corps et âme l'ouverture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, la reprise des travaux au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Est-ce que nous voulons travailler ou nous ne voulons pas? Peu avant, le ministre de l'Intérieur avait reçu les notabilités de la même province pour obtenir d'eux certaines orientations pour qu'ensemble l'on puisse résoudre cette crise. La meilleure solution pour remédier à cette situation qui affecte aussi la population, c'est de descendre sur place à l'Équateur afin de bien s'imprégner du dossier et d'en trouver des solutions. Tel est le vœu émis par certaines notabilités. Tous les notables de l'Équateur ont été d'accord avec le ministre sur ce point-là et nous avons dit que nous devons tous descendre à l'Équateur pour régler ce problème de l'Équateur. Le problème de l'Équateur doit être réglé avec les acteurs politiques à l'Équateur et non à Kinshasa. Direction le Bas-Congo pour vous parler de la tournée du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale dans le territoire de Madimba. Timothée Kombokissi n'avait qu'un seul message à la population, je cite, « Rester fidèle aux institutions ». Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale aurait dû se rendre lui-même au Bas-Congo, mais retenu par les charges multiples d'État, l'honorable Timothée Kombokissi promet de le faire lors des vacances parlementaires, a affirmé son délégué lors de l'adresse à Nkissi, première étape de son itinéraire dans le territoire de Madimba à Lukaya. C'était devant l'assistance composée de jeunes et vieux venus de la gare Onatra Kisantu et de Futiwete Kibondo. André Kombo a insisté sur la détermination de l'honorable Timothée Kombokissi de relayer les différents problèmes qu'il connaît cette partie du pays auprès des décideurs de la République, en jouant ainsi le rôle d'interface tout au long de son mandat. À l'étape de Kikulukuta, ce village réputé pour avoir élu massivement Timothée Kombokissi, député national, la population de ces coins a rappelé par l'intermédiaire de son émissaire son indéfectible attachement aux vieux sages et aux institutions du pays. André Kombo l'a garantie de l'engagement du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale à demeurer fidèle à sa vision politique, se résumant dans la volonté de changer la manière de servir l'État par l'intérêt supérieur du peuple. Ce qui a été l'une de ses préoccupations dans l'exercice de son court mandat à la tête du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement, a-t-il renchéri. Quelques difficultés liées au social ont été communiquées à cet envoyé spécial qui a promis de les transmettre à l'honorable Timothée Kombokissi pour des solutions appropriées. RTL Congo vient d'adopter une nouvelle école dans le cadre de son programme de responsabilité sociale. Il s'agit de l'EP1 Tchela. Nous sommes là dans la province du Bas-Congo. Commentaire David Moubenga. RTL a fait de l'éducation le fer de lance de sa politique pour la responsabilité sociale avec son programme « J'adopte une école ». Après l'école primaire Ngwanza à Kinshasa et l'école primaire Tita Inunga au Kasaï oriental, c'est le tour de la province du Bas-Congo de voir une école adopter RTL. Le choix de RTL a été porté sur l'école primaire Tchela 1, une école publique de Tchela. Ce partenariat d'adoption a été scellé par une cérémonie de pose de la première pierre ce vendredi 18 mai 2012 à Tchela, en présence des autorités politico-administratives, des autorités scolaires, des enfants et de la communauté de Tchela. RTL, de son côté, était représenté par une forte délégation des employés RTL sous la conduite du directeur de la région Bas-Congo Bandundu Équateur, Georges Lumbaï, accompagné de Alain Logi, manager en charge de la responsabilité sociale d'entreprise. L'administrateur du territoire de Tchela, Charles Iloa, n'a pas tari d'éloges pour exprimer sa reconnaissance au nom de tous les habitants de Tchela envers cette action de RTL pour les enfants de Tchela. La réhabilitation de cette école
est un pas de plus dans le développement socio-économique de ce territoire du Congo profond. Comme pour toutes les écoles adoptées, l'école primaire Tchela 1 va bénéficier du soutien de RTL, soutien allant de la réhabilitation à l'accompagnement dans son fonctionnement. Jamais la chaîne officielle de la République démocratique du Congo ne s'était résolument engagée dans la dynamique de sa modernité que maintenant. Hormis la réhabilitation des bâtiments, Téléconsult érige une pylône de 97 mètres de hauteur, pylône qui abritera tous les faisceaux numériques. Motif de satisfaction du directeur général de la RTNC, je citais Christophe Kolomoni-Ntchibou. Les réhabilitation et de modernisation de la radio-télévision nationale congolaise se poursuivent normalement. Le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni-Ntchibou, a visité ce mercredi 23 mai 2012 les travaux d'érection d'une pylône de 97 mètres de hauteur exécutée par l'entreprise Téléconsult pour une durée de plus ou moins 25 jours. Cette pylône abritera tout le réseau des faisceaux numériques qui auront comme fonction de relier la RTNC à la station centrale d'Mbinza, ensuite de la RTNC 1 à la RTNC 2 et 3. Désormais, la radio-télévision nationale congolaise sera la plaque tournante de la communication mobile en République démocratique du Congo. Le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni-Ntchibou, n'a pas caché sa satisfaction quant à la modernisation à grande échelle de la capacité de la chaîne mère. Et ceci rejoint la politique gouvernementale au point de vue de la radio et de la télévision, qui veut que selon les recommandations de l'Union internationale de télécommunications, nous puissions déjà en 2015 passer de l'analogie vers le système numérique de radio et de télévision. Et vous savez l'avantage de ces systèmes de télévision numérique terrestre, c'est que sur une seule fréquence, nous pouvons avoir la possibilité de diffuser 5 à 6 programmes. Peu après, le DG a visité les groupes de climatisation centrale d'une capacité de 15 chevaux de vapeur devant servir les studios B et autres locaux. Ces communiqués qui viennent de nous parvenir, message de félicitations adressés au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, c'est avec joie que nous avons appris votre nomination comme ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au nom de toute la communauté de l'Université Baptiste du Congo, nous vous adressons nos sincères félicitations pour cette élévation qui n'est pas aléatoire. Nous vous souhaitons plein succès et implorons le Tout-Puissant de vous combler de toute sagesse et de vous protéger dans vos nouvelles fonctions. Ce message porte la signature du recteur de l'UPC en mission, le secrétaire général académique Jacques Kalumba Ngoy. Un communiqué officiel dans le cadre de mesures gouvernementales visant la réorganisation du secteur de transport aérien en République démocratique du Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication convie les responsables de toutes les compagnies aériennes, directeurs généraux et équivalents à participer à une réunion qu'il présidera le lundi 28 mai 2012 à 11h à son cabinet de travail. Les responsables de la Régie des voies aériennes, RVA, ainsi que de l'autorité de l'aviation civile sont également conviés à cette rencontre. Il était écrivain et président du comité olympique congolais. C'est Wembo Osako qui a tiré sa révérence dernièrement. La levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa a eu lieu ce matin. Parmi les officiels, on pouvait remarquer le DG de la RTNC. Wembo Osako, la soixantaine révolue, était président du comité olympique congolais. Il fut son entrée très tôt dans les milieux sportifs congolais où il a fait éclater ses talents des dirigeants. Il a dirigé avec brio la fédération de judo et celle de basketball au moment fort de la gloire de l'équipe nationale, de la spécificité. Écrivain, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et pièces de théâtre, dont le plus célèbre, c'est Le Commandant Jésus. Il a embrassé la carrière politique en intégrant le Front patriotique. Il se disait lumumbiste. Il avait un franc-parler et ses prises de position tranchées au cours de l'émission Forum sur l'actualité où il était souvent convié au débat. La sortie du corps de l'illustre disparu de la morgue a eu lieu ce mercredi 23 mai 2012.
Ensuite, le cortège funèbre s'est dirigé à la résidence du défunt dans la commune de Lingwala. Plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage, parmi lesquels le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni Ndjibou, qui l'a connu. Le corps est exposé à l'entrée du stade de martyrs. Père de famille, Wembo Sako laisse derrière lui une veuve et de nombreux enfants. Son enterrement interviendra le jeudi 24 mai 2012. David Moubenga, c'est son nom et c'est lui qui a coordonné ce journal. Simon Kankolongo Wamunyakese et Evelyne Ikulamba l'ont réalisé. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Ce journal d'information vous a été offert par RTL. En matière de conservation de la nature en République démocratique du Congo, de 1885 à 2011, une approche cognitive par les référentiels. Tel est le thème de la thèse de doctorat défendue par le pasteur Cosmaoui Lula, DG de l'ICCN et chef des travaux à la faculté des sciences politiques de l'UNIC. Le récipiendaire a réparti son travail en 4 parties et il en donne les motivations. Nous pouvons le présenter comme ici, à l'époque coloniale, donc à l'État indépendant du Congo, le référentiel prédominant de l'exploitation économique signifie que Mobutu voulait faire aussi comme ailleurs, et comme c'était fait ailleurs, le prestige de cet homme peut le renommer en son de référentiel déterminant. Et la Troisième République sous Kabila a aussi, n'a pas échappé à la même limitation du mode de l'époque comme référentiel, et aussi principalement la perte de la crédibilité, auquel se sont créés d'autres potentiels de référentiel comme le changement climatique, le crédit carbone. Le but premier de la conservation de la nature est la préservation des espèces de la faune et de la flore du pays, patrimoine naturel que nous devons léguer aux générations futures. Mais les enjeux humanitaires du moment, le réchauffement climatique et les atouts économiques des matières précieuses conservées dans les aires protégées, pétrole, essence végétale et écotourisme risquent de dénaturer cette mission première de la conservation. Le récipiendaire en est conscient et fait des projections pour l'avenir. Nous avions défini la politique de prioriser la conservation ou la création de nouvelles aires protégées d'écosystèmes forestiers. Nous avons valorisé en fait l'implication des communautés locales. Donc nous avons mis en place énormément déjà d'outils de gestion pour essayer d'étayer, de soutenir notre vision nouvelle de la conservation de la nature, afin que nous puissions quitter le chemin battu qui ont existé et que nous puissions orienter les choses dans une nouvelle orientation. Et nous croyons que sur base de ça, nous nous disposons effectivement à donner à notre pays le meilleur piste de solutions quant aux défis internationaux sur le secteur de l'environnement et de la conservation. Ce grade vient répondre à un besoin pressant de nos universités, le renouvellement du corps professoral. Dieu aidant, le nouveau docteur en sciences politiques et administratives prend la pleine mesure de cette responsabilité. Ce n'est pas facile de porter un nom, un grade comme celui-là, ce qui fait que les gens vous font foi, ils vous font confiance, vous devez faire preuve de ça.
Et vous avez suivi particulièrement pour le cas qui me concerne, il n'y en a pas assez ou presque pas de thèses dans ce domaine qui met en relief la conservation de la nature et la politique publique. Ce qui fait qu'on va répondre à plusieurs occasions et de tout ce qui va se faire, tout ce qui va se passer dans les pays pour qu'on donne un point de vue. Et il faut savoir donner le bon.